Bonjour, chers auditeurs et spectateurs, et bienvenue sur la chaîne de Vérité à venir. Si vous appréciez les contenus, vous pouvez liker, commenter, partager en quelques clics toute la connaissance, c'est gratuit, et sa référence. Le sujet du jour, c'est le socialisme. Vous m'avez vu l'aborder par les prismes des associations, des corporations, des fondations, qui coûtent en plus un pognon de dingue pour créer du désordre. Et par les représentants tels le couple Webb ou encore le plus célèbre George Soros et son idée d'Open Society qui lui a été inspirée par Karl Popper, professeur à la London School of Economics, qui, rappelons-le, est une université mise en place par Sidney Webb et Beatrice Potter Webb, les deux membres importants influents de la Fabian Society. Donc les gauchistes socialistes se recoupent à un moment ou un autre, on les voit très bien s'entrelacer, pour créer de l'ingénierie sociale, placer les pions à l'international, les faire avancer de case en case, jusqu'à les transformer en pièces maîtresses qui avaient disparu de leur parti. Et là, on voit que cette société ouverte est en pleine confrontation avec ce qu'ils nomment la société fermée, c'est-à-dire les patriotes, les nationalistes, qui ont une identité à défendre, une culture et un rayonnement des us et coutumes, des traditions à l'international. Ce qui est en soi enrichissant pour l'humanité, puisque il est intéressant, en voyageant de pays en pays, de découvrir les façons de vivre, les modes civilisationnels un peu différents, sans les hiérarchiser des supérieurs des inférieurs, mais de voir qu'il y a de la différence. C'est ça qui enrichit, au lieu d'avoir le tout sur un même territoire et qui va en faire péricliter certaines. Et là, on voit que derrière, les socialistes, ils sont prêts à tout. Même les coups bas. Par exemple, George Soros, dans les années 90, s'organise de façon mafieuse avec les banques, des fonds d'investissement, pour spéculer contre notre souveraineté, en s'attaquant ni plus ni moins qu'aux devises. La lire italienne, le franc français, le marque allemand, la livre sterling, en faisant front immédiatement, en spéculant sur ce marché du système monétaire européen, qui avait pour ancêtre le serpent monétaire européen, le serpent qui se mange la queue, c'était vraiment le symbole même qui était entrepris, et pour forcer les gens à une union, à l'euro, en disant maintenant vous avez vu que la spéculation est possible, j'ai fait mon milliard si ce n'est plus, mon bénéfice, vous ne m'attaquerez pas en justice pour ça, c'est dans ma poche, c'est pour Bibi, et derrière, on va vous emmener vers un nouveau processus où vous allez tous vous allier, effacer vos souverainetés derrière, vos possibilités de prendre des décisions politiques hors de ce champ qui ramène à toujours plus de blocs et donc de dépendance des uns et des autres. Et voilà comment s'est imposé l'euro. À la suite de ça, on voit la chute des uns emportera les autres. C'est l'effet domino. Alors pour l'instant, on tente de consolider un peu le basculement depuis 2010, quand on l'a vu avec la Grèce et d'autres, mais ça ne durera pas. On est dans un système catastrophique qui a été orchestré pour nous effondrer et nous mener après à un système international. Et je l'ai toujours dit, les socialistes, ils sont dans l'idée d'une utopie. Et on pourrait reparler de Thomas More, Morus, tout dépend des traductions. L'île de nulle part, paradisiaque. Et les socialistes, ce qu'ils créent, un rêve paranoïaque, et ils nous emmènent en effet nulle part. Et c'est là le problème. C'est que ces gens sont persuadés de faire le bon alors qu'ils détruisent ce qui existait, l'ordre naturel. Et je rappellerai, peu importe les critiques qui peuvent m'être émises, c'est ma pensée personnelle, vous n'êtes pas obligé de la partager, mais pour ma part, la Seconde Guerre mondiale, le nazisme, c'est d'abord d'inspiration socialiste, qui échoue à l'international, qui se ramène au national, puisque ça fait suite au social-darwinisme qui était présent quelques années auparavant, à tous ces mouvements socialistes qui sont agrégés pour détruire la vie et en créer une nouvelle. J'ai un livre d'ailleurs sur ça, puisque les nazis, c'est ce qu'ils ont opéré, avec les Lebensborn Programme, c'est-à-dire tenter de créer une race parfaite. Et comme je l'ai inscrit, le roi est en échec pour sa reine pouponnière. Ça n'a pas marché, parce que derrière, il n'y a pas de lumière. Et sans celle-ci, point de vie n'est possible. Donc ça a amené non pas à des castes parfaites, mais bien à des races d'orphelins. Et là, derrière s'ensuit toute la logique. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que, pour les chrétiens,
donc en général la plupart sont de droite, une vie c'est important. Et d'ailleurs, peu importe la couleur de peau, peu importe les divergences même, au point des religions, des cultures ou de ce genre de choses, tu ne peux pas tuer ton prochain. Et au point même où pour les catholiques, un embryon, dès les premiers éléments de vie, la constitution, le développement, à ce moment-là, il y a déjà l'importance de cette vie, qu'on ne peut sacrifier. Et après, derrière, les chrétiens peuvent également dénoncer tous ceux qui étaient dans l'ordre cannibale, de la consommation de l'homme, ou de la fornication, ou de tout ce qui s'ensuit. Vous voyez, de toute façon, on reste dans un ordre un peu de consommer. Alors, ce n'est pas les chrétiens qui ont pu faire ça. C'est bien des gauchistes qui s'attaquent en plus aux religions. Et vous allez le voir. Parce que le programme familial de Planning Parenthood, là, Margaret Sanger aux États-Unis, c'est quoi en priorité? C'est l'eugénisme, le droit d'avorter, l'IVG et la contraception. C'est ces mouvements qui emmènent à détruire la vie parce qu'ils sont dans une idée qu'on est, et on va en parler après, dans ce principe de population de Malthus. Il y a des supérieurs, des inférieurs. L'objectif de ces gens cultivés, c'est d'aller éduquer ceux qui sont des castes médiocres et de les élever. Mais tant qu'ils n'y arrivent pas, il faut faire en sorte qu'ils ne se multiplient plus, vous voyez, qu'ils se limitent à ce qu'ils sont déjà en existence de groupe. Alors il faut favoriser tous les moyens. Platon, République 5, philosophie, c'est pas une sagesse qui était partagée, c'était inscrit noir sur blanc, et ça l'est toujours, favoriser l'homosexualité auprès du bas peuple pour éviter qu'il puisse se reproduire. Et au contraire, voyez, faire en sorte de l'hétéronormativité et qu'elle soit présente pour ceux de la haute caste, qu'ils se multiplient, qu'ils soient féconds. Derrière, on comprend qu'à cette époque, la technique, elle n'existe pas. On ne peut pas supplanter la nature, c'est-à-dire que deux hommes ou deux femmes, ça ne fait pas d'enfants ensemble. La nature ne permet pas. C'est qu'à l'ordre de l'industrie, où aujourd'hui on est non même pas dans la ferme des animaux, mais dans l'industrie des êtres humains carrément, où on peut les produire à la chaîne par la PMA, voire au nom de l'égalité pour tous, PMA pour toutes, et carrément, autorisons la GPA, puisque les hommes, eux, ne peuvent pas porter un enfant. Donc la marchandisation de l'humain. Et on reviendra d'ailleurs à cette idée, parce qu'il y a deux, trois socialismes qui existent, et derrière, ça mène à créer des quotas d'êtres humains. Donc Margaret Sanger, favorable pour l'euthanasie, pour l'eugénisme, donc la sélection, ce qu'ils appellent d'ailleurs l'eugénisme positif, c'est-à-dire dans un premier temps ne pas détruire des vies existantes, mais seulement sélectionner ceux qui ont le mérite de vivre, idée reprise par Galton, je pense même que c'est lui en plus qui est inventeur de l'eugénisme, qui est cousin de Darwin, idée reprise par les Huxley. Donc là, pour l'instant, on n'est que sur du gauchisme. Hein. Et ce sont eux les inspirateurs de la sélection finale. Il faut le comprendre. Derrière, on retrouve également... y en a un autre que j'ai en tête, là, mais qui vient de m'échapper. Si, voilà. Les web de la Fabian Society, qui œuvrent et qui font carrément un manifeste allant dans le sens que c'est scandaleux de voir des revenus, de l'argent utilisé pour subvenir aux besoins des plus pauvres, que ce soit en termes de santé ou ce genre de choses, parce qu'on favorise quelque part la médiocrité. Donc on tire vers le bas la population, on fait en sorte que voyez, le cancer se multiplie, comme disait Julian Huxley, l'humain est le cancer à la face de la Terre, ou encore est le pouls sur les cheveux, si on veut voir comme ça, de la Terre. Donc ça va loin. Et tout ça, c'est l'idée d'une utopie. Un peu à la Thomas More, Thomas Morus, tout dépend des traductions. L'île paradisiaque de nulle part. C'est comme ça qu'ils voudraient l'organiser en plusieurs contrées, mais sur une île. Et eux, c'est un rêve paranoïaque de socialistes qui nous mène nulle part et qui emporte tout le monde. Et ça, c'est à comprendre. Et pour y arriver, on le voit, études sur les réformateurs ou socialistes modernes, transformés, réformés, s'attaquer à ce qui existe, l'ordre naturel, à ce qui a solidifié l'humanité autour de la religion ou des religions, et faire en sorte de faire péricliter les familles, les sociétés, ouvrir la voie à quelque chose de nouveau. Et pour ce faire, ils ont besoin que l'État soit présent partout. Et là, je voulais vous insérer cet élément, parce que aujourd'hui, l'État
est présent de façon insigneuse. Vous allez comprendre. Dans les associations contre les fake news, Conspiracy Watch, Fake Off et toutes les autres qui peuvent exister et qui non seulement prennent du pognon et pour les frais de bouche, les déplacements et tout ce qui s'ensuit, vont créer un prisme d'une pensée universelle. C'est-à-dire ce qui est admis par tous et tu n'as pas le droit de penser en dehors. Sinon, tu es un extrémiste, tu es dangereux, tu es fasciste, raciste, phobe et tout ce que tu veux. Alors, ils se sont mis dans les affaires de ce qu'on a le droit de penser. Ils se sont mis dans les affaires également de la gestion, vous avez vu, des ressources, de l'hôpital, de l'éducation, de d'autres branches encore, hein, de la gestion de la collectivité, de tout un tas d'autres éléments encore de la vie courante, y compris l'accès au HLM et à ce genre de choses. Toujours les autres avant les nôtres, c'est comme ça qu'ils opèrent les socialistes. Et on le voit également, je vous ai partagé récemment le témoignage d'une pauvre dame qui n'avait plus de quoi subvenir à ses besoins, qui devait faire appel à des associations, mais pour ce faire, pour accéder, vous savez, le resto du cœur, les choses pour donner de l'alimentation. On se rappelle, à l'origine, Coluche. Les gens, super Coluche. T'es en train de créer de la solidarité, des liens humains, on va faire en sorte qu'il n'y ait plus de faim. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim, ni d'avoir froid. Hein. Ça, c'est les slogans des enfoirés qui portent bien leur nom, parce qu'ils n'ont mené aucune action allant dans ce sens. Et derrière, l'État s'est lavé les mains. C'est-à-dire qu'eux, ils ne sont pas chargés de l'affaire, d'aller réquisitionner des terres, de créer de l'agriculture en commun pour répondre au premier palier élémentaire de Maslow. Se nourrir, avoir accès à l'eau, se vêtir, avoir un logement. Ça, ce n'est pas respecté dans le pays des droits de l'homme, des Lumières. Et derrière, regardez bien, ils ont fait rentrer la bureaucratie pour accéder à ces associations et subvenir à ses premiers besoins. S'alimenter, hein. Pour pouvoir obtenir des paniers repas, donc des dons des associations, banques alimentaires, Restos du Cœur et les autres qui existent, il faut passer par une assistante sociale, donc qui va coûter une consultation, un temps, du pognon à l'État, donc à nous-mêmes. Hein. Encore une fois, ils dépensent de l'argent parce qu'ils s'en foutent, ils en ont à gogo, alors qu'on pourrait utiliser ces fonds à la place pour investir dans des paniers alimentaires ou, encore une fois, comme je disais, mettre à disposition des terres à cultiver. Et c'est l'assistante sociale qui va regarder ton cas et qui va te dire oui ou non. Si c'est oui, elle va te donner un document, tu vas pouvoir aller à l'association que tu désires, et derrière, il y a un deuxième tri. Il y a un filtre, une sélection, pour te dire s'il y a assez de place ou pas, ou s'il manque de ressources pour te recevoir. Auquel cas, il te réoriente ailleurs, et ailleurs, c'est pareil, tu peux te retrouver comme ça, en balle de ping-pong, pouf, 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 jusqu'à ce que tu arrives enfin à une association qui va te donner des choses périmées. Et cette vieille dame, elle me disait, on l'observe, c'est les autres avant les nôtres. Elle ne l'a pas dit comme ça, mais elle m'a fait entendre qu'elle était la seule française, donc elle allait s'entendre par la seule autochtone blanche, même si les Français ne sont pas que blancs. Hein. Les autochtones, il y en a aussi des Noirs, des Asiatiques, des Arabes, des Maghrébins, etc. Mais en toute petite proportion par rapport à ce que représente vraiment la France de base. Et elle me disait, ils sont organisés, puisque les femmes avec les poussettes sont prioritaires, et ben, elles prennent les bambins des uns et des autres. C'est-à-dire, une femme qui a un enfant en bas âge, elle va se présenter, elle ne fait pas la queue, elle passe devant tout le monde, elle prend ses ressources, elle laisse la poussette à son amie avec son môme, qui elle-même va se présenter, passe devant tout le monde, et nos autochtones françaises vont se retrouver avec des choses rassis, périmées, voire carrément des gâteaux avec du lactose, des mois et des mois après à consommer. Alors qu'on sait que le lactose n'est pas vraiment consommable après date de péremption, ça peut créer des troubles au niveau des intestins. Donc des besoins de santé et engendrer des frais parce que la personne âgée va devoir consulter un médecin, écouter à la sécurité sociale. C'est un cercle infernal que je vous ai déjà dénoncé. Et dans ce livre-là, donc je ne l'ai pas fini, hein, j'en suis qu'au tout début, mais j'ai pu faire un lien avec ce que disait également, comment il s'appelle, Psychologie du socialisme, Gustave Le Bon, où il nous disait, ils ont fait en sorte que l'on soit dans... Tiens, bah d'ailleurs, il y a un livre qui va en parler, que je n'ai pas encore lu, mais que je me suis procuré et pour recouper. C'est La route de la servitude.
L'humain est déresponsabilisé. À partir de ce moment-là, c'est l'État qui doit prendre toutes les décisions. Donc il doit gérer comment tu penses. On l'a vu avec les assos des fact-checkers. Comment accéder aux premiers éléments essentiels pour ton corps, pour ta santé. Donc gestion de l'hôpital avec ce qui t'est remboursé ou non. Encore une fois, scandale avec le besoin maintenant des complémentaires de santé qui coûtent un bras. Le côté des accès aux associations et tout ce qui s'ensuit. De la répartition également des subventions et compagnie. L'humain est déresponsabilisé. L'État gère tout. Et, d'une mauvaise manière, échoue la plupart du temps et coûte un pognon de dingue. Gustave Le Bon disait, regardez le cas des transports en commun. Il mettait son exemple dans les années 1800 et quelques, 1890 par là, 1900, et disait ça coûte 25 à 35% plus cher de passer par une gestion de l'État, puisque c'est pas leur pognon et ils s'en foutent de faire des coupes budgétaires, de faire attention à la dépense, quand dans le privé, eux, ils ont intérêt de créer du bénéfice. Sinon, une société ne fonctionne pas. Et derrière, ça nous renvoie, parce que comme je vous dis, quand je lis les choses, je ne fais pas ça de façon idiote, je recoupe les différentes lectures et après je peux faire des passerelles et des analyses qui me sont, oui, certes, personnelles d'un côté, mais aussi ouvertes puisqu'elles sont inspirées de ces lectures. Engels, je ne sais pas si je le prononce correctement, et dedans, lui, il parle du socialisme scientifique et physique, puisqu'il rattache le côté du socialisme physique, avec l'étude des comportements et tout ce qui s'ensuit, au socialisme scientifique, qui fait exactement la même chose. Et il dit celui-ci est totalement allemand. Comparé à celui inspiré par la Fabian Society depuis Owen. Pareil, on reparlera après de Owen. Et dedans, il en vient, pareil, je suis au tout début de cet ouvrage, vu que je les recoupe les uns les autres. Il parle des 3 périodes de la production industrielle. Et là, celui-ci, je peux le recouper avec Simone Weil. La condition ouvrière, qui me ramène aussi, si vous êtes concentré, à ce qu'a témoigné cette vieille dame. Elle est autochtone, elle se sent limite la seule française à être dans la situation présentée, puisque bien d'autres ont abandonné au vu de ce qui leur a été présenté dans les cagettes. Donc ils les ont laissés dans la disette. Et elle a compris que c'était les autres avant les nôtres. Le déracinement de ton propre territoire. Et dans le livre L'enracinement de Simone Weil, elle expliquait les besoins, la façon dont on devrait répondre à cette solidarité humaine, au moins, voyez, à créer de la compassion. Mais là où elle était brillante, c'est dans l'asservissement de l'humain à certains capitalistes et derrière à la machine, donc de la révolution industrielle. La machine était censée émanciper l'être humain. Elle a finalement asservi, a créé de la répétition. Tous les jours, la même action sur cette machine, à regarder la finition, si le produit, est-ce qu'il y a des défauts ou est-ce qu'il faut mettre en pause même la production pour corriger un élément qui est défaillant. Et ça, en plus de la difficulté du métier, il y allait le ventre vide. Elle disait, c'est la panique d'avoir la faim au ventre, de travailler pour quelques grains quelque part, histoire de se remplir l'estomac, juste de quoi pouvoir développer suffisamment de force, d'énergie le lendemain pour refaire cette tâche répétitive. Et elle disait, dès que tu arrives au niveau de ces usines, de ces entrepôts et de tout ce qui s'ensuit, là où les machines sont placées et prêtes à accueillir leur agent, leur ouvrier pour créer l'argent par la suite, eh ben, tu te sens déraciné de ton pays. Déraciné même de ta vie quelque part. Comme cette dame âgée l'a expliqué avec cette solidarité qui n'existe plus, déracinée par les associations qui privilégient certains. Et ça va plus loin parce que dedans, il explique comment en fait on en arrivait à être dans la fabrique de produits non pas pour l'utilisation qu'on va en faire, mais pour la transformation en marchandise, où à partir de là on peut la troquer sur le marché, voire, comme on n'est plus dans cet élément-là, en faire un élément de change. Tu crées un produit, non pas pour l'utiliser ou pour répondre à un besoin de tes proches, de ta communauté, mais pour quelqu'un d'autre, qu'il te l'achète et que tu en tires un bénéfice et qu'après tu puisses réinvestir ailleurs. Et comme on est rentré dans cette étape-là, voilà que se sont structurés les modes hiérarchiques avec les supérieurs, avec ceux qui vont investir et qui vont mettre à disposition les outils
licite et de facto, l'ouvrier ne travaille même plus pour la marchandise qu'après il peut proposer sur le marché, mais seulement pour tirer un bénéfice euh, de la vente de la marchandise. Après que le patron ait pris sa marge, qu'il ait payé toutes les choses, les matériaux, les matériels, et qu'il en arrive après à considérer l'humain, celui quand même qui est à la base de cette production. Et après ça va plus loin, il continue sur aussi ces gens. Alors attendez, les trois révolutions de la bourgeoisie, oui voilà, la paysannerie qui soutient en fait les combats socialistes et à la fin qui se retrouve ruiné par la conséquence économique de la victoire de ces socialistes. Donc, il prend cet exemple dedans, je vous avoue que je ne l'ai pas fini, et je vais en revenir à celui-ci, et je vais vous lire certains passages. Donc là, déjà, Owen, il est présenté comme le socialiste par excellence, mais on nous dit ceci. Alors, rien n'annonçait un pareil éclat. L'école de Saint-Simon venait de s'éteindre et de se disperser, celle de Charles Fourier en était encore à des préludes obscurs. La plus redoutable de toutes, celle de la communauté, n'avait pas en France de partisans déclarés et n'était représentée en Angleterre que par le plus inoffensif des hommes, Monsieur Owen. Il ne s'agissait d'ailleurs ni de violence à exercer sur la société, ni de prétention à l'empire. Ces excès ne sont venus que plus tard et à la suite des événements. Tout le débat demeurait à l'origine circoncis dans le domaine de la spéculation et rien n'en passait dans les faits pour y prendre le caractère d'un défi ou d'une menace. Après, j'avais vu cet élément qui m'a marqué et qui renvoie à ce qu'on a vu avec le Tavistock Institute, la Fabian Society, les ancêtres également, et tous les courants qui ont eu lieu dans ces mêmes années avec les spiritualistes, le spiritisme, qui est encore autre chose, et qui se recoupe avec ces gens. Il faudrait que je détaille, mais là, ça me prendrait trop de temps, vous voyez, pour vous sortir toutes les références. Mais derrière, oui, j'ai fait l'exercice. Vous voyez que les mouvements socialistes qui veulent faire s'effondrer ce qui est de l'ordre religieux, ce qui est admis par tous, la façon dont la société fonctionne, les repères instaurés hommes-femmes et tout ce qui s'ensuit, les familles, la façon dont elles sont constituées, pour façonner ce qu'ils voudraient, ce qui est présenté d'ailleurs dedans, comme l'homme accédant à l'absolu. Plus de vol, plus de péché, plus de meurtre, plus de mensonges. L'homme parfait. En fait, l'homme Dieu, Homo Deus. Et c'est pour ça que pour y accéder, d'abord, il faut franchir des paliers. L'homo novus. Créer un homme nouveau qui monte, que l'on fait quelque part s'élever dans la société et qui viendra prendre des décisions au point où pour s'améliorer et entrer dans le délire transhumaniste, hein, c'est-à-dire, avant que je continue, de refaçonner l'homme, comme le disait Jean-Pierre Dickès, l'ultime transgression. Créer l'homme qui est son propre Dieu. Problème de santé, il le règle. Problème de mortalité, il le règle également. Transhumanisme au posthumanisme. Et ça va plus loin, mais il me faudra développer ça après. Là, je reprends d'abord où j'en étais par rapport à ces socialistes et la façon dont ils se sont attelés à la démarche. En fait, en groupe, comme ça va être décrit, vous allez voir. Ce fut alors que je me proposais de suivre et d'apprécier ces déviations de l'esprit humain. Je trouvais devant moi de petites sectes qui paraissaient animées d'une foi sincère et d'un dévouement réel. La bienveillance était permise, j'y cédais et adoucis les couleurs du tableau. Dans tous ces écarts, je ne voulus voir qu'un sujet de curiosité et point un sujet d'alarme, une folie d'un caractère doux et qu'il était possible de guérir par un traitement approprié. Le temps et les faits modifièrent ces dispositions. Le temps marcha, les faits parlèrent. Derrière l'agitation morale, on put entrevoir bientôt le trouble matériel. À n'en plus douter, l'égarement devenait contagieux. Il se formait, dans la société même, une légion d'aventuriers brûlant de désir de la posséder violemment et de la détruire. Exactement ce qu'on observe aujourd'hui avec le groupe socialiste gauchiste, la France insoumise, qui rêve d'une révolution pour imposer son ordre, ordo ab chaos. Et pour ce faire, dans leur logo, vous le voyez, ils ont parlé d'une 6e République. Le logo de la France insoumise affiche le chiffre 6. Et bien d'autres symboles matérialisés qui sont dedans, dont on pourrait aussi reparler. Cette légion
se recrutait parmi les mécontents de toutes les classes et de tous les régimes. Elle trouvait des chefs dans les hommes qui jugent leur force à travers leur propre environnement et leur propre enivrement. Elle réunissait sous ses drapeaux les ambitions les plus suspectes et les vanités les moins justifiées. De proche en proche, le mal s'étendait, gagnait du terrain, et même alors que le premier plan n'était occupé que par un petit nombre d'illuminés, il était facile d'apercevoir dans le lointain toute une armée disposée à engager une bataille. Ça, ça renvoie à nouveau à la largesse de ce socialisme. On se demande même comment ils font pour mettre dans un même groupe LGBT, des gens socialistes qui veulent s'imposer à l'international, des islamistes, des choses qui normalement ne peuvent pas se mélanger. C'est comme l'huile et l'eau, vous voyez, ça ne se mélange pas. On ne peut en faire un. Et plus loin, il va dire certaines choses aussi sur des personnalités connues. En parcourant les utopies, dont cet ouvrage renferme l'exposition et la critique, on pourra s'assurer qu'elles ont toutes ce caractère commun d'amoindrir la responsabilité individuelle et d'accroître outre mesure les attributions de l'État. Ce qu'on disait, l'État doit tout gérer et ça entraîne, il va nous développer après, la disparition de la responsabilité de nos actes, de tout à chacun, pour d'un côté acclamer l'État lorsqu'ils réussissent et aussi en faire le bourreau ultime, la structure d'échec. Si ça ne fonctionne pas, c'est à cause de l'État. On a l'impression, si je mets une parenthèse et que je fais un lien, d'avoir ces immigrés. C'est-à-dire que s'ils ne trouvent pas de boulot, c'est de la faute du blanc. Ou encore Absatou, si sa société s'effondre et que c'est un échec total et qu'elle est en redressement judiciaire, c'est à cause de l'extrême droite. Ou encore d'autres qui vont faire des recherches pour des logements qui ont déposé que 2 demandes et qui vont dire qu'ils sont victimes de leur couleur de peau parce qu'ils n'ont pas été acceptés dans tel logement. Alors que quand on regarde les statistiques au niveau des attributions des HLM, qui en ressort prioritaire, ces mêmes gens. D'ailleurs, je le disais, ces personnes qui se structurent en association, qui vont crier au loup parce qu'ils sont racisés, au passage un terme étrange, puisqu'apparemment il n'y a pas de race. Pourquoi dire racisés alors ? Premièrement. Deuxièmement, ils vont me dire qu'ils sont discriminés, mais ils vont pouvoir monter des assos, des dossiers enregistrés et demander à la mairie, à la région, voire à l'État, des subventions. Et ils en obtiennent, par milliards pour les assos pro-migrants. Donc comment ? C'est en dichotomie, ça n'a pas de sens entre le réel et ce qu'eux sont en train de te déclarer. Et on peut aller plus loin encore. Parce que ces gens, les Assa Traoré et tous les autres groupuscules qui peuvent exister, vous ne les retrouverez jamais mobilisés pour la vraie discrimination qui, elle, n'a pas de couleur de peau, mais qui est sur l'ordre de la maladie, donc de la biologie. Quel cas, comme la couleur de peau, tu ne peux rien, tu nais au monde avec. Mais on les voit mobilisés donc pour ça. Mais par contre, pour tout ce qui est des batteries de test, des sacrifices, des trisomiques 21 et de d'autres maladies encore, qui sont des êtres en devenir, voire des fois des êtres aussi vraiment déjà présents, si je puis dire, où on les a laissés de côté à l'abandon, à la dépression, là, il n'y a personne de mobilisé pour eux. Parce que c'est pas bankable, ça rapporte pas. Se pencher sur les handicaps des uns et des autres, et il y en a quand même tout un paquet. Il y a quelques associations qui sont ouvertes, mais elles sont minimes. Et on n'entendra jamais, je suis racisé, je suis victime de tel et tel. Non. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure des smartphones, à l'heure des caméras miniatures, des enregistreurs vocaux et tout ce qui s'ensuit, vous en avez tous les jours des scandales qui tombent là comme ça et qui sont médiatisés sur leur chouinerie, comme quoi ils sont présentés à telle entreprise et ils ont été refoulés. Ils sont allés visiter et on leur a mal parlé, on les a mal regardés. Alors que quand vous vous baladez dans les plus grandes villes, vous voyez des boutiques exotiques, spécialisées pour les Africains. Vous voyez des fast-food, des Turcs et d'autres encore, maghrébins, etc., qui sont ouverts partout dans les villes et qui, au passage, avec les épiceries, vont bien blanchir de l'argent et pas trop de contrôle, ça va, on est quand même bien léger. Faudrait pas les déranger dans leur trafic, qui sont certainement liés après avec des politiques, comme on l'a vu encore bien à gauche, ou les antifas, pareil, saisis récemment, là, avec, je crois, il y a une affaire, 12 000 euros en cash, des armes, des stupes. C'est bizarre, c'est toujours les mêmes. C'est quoi, c'est la faute du blanc s'il y a des stupes chez eux, des armes qui sont en libre circulation
On les voit. Donc fut une époque, ils ont pu leurrer. Ils ont même pu créer de la culpabilité chez certains blancs en se disant merde, l'éducation m'enseigne que mes ancêtres étaient des colons. Ils ont fait des massacres, le commerce triangulaire. Et puis en grandissant, en l'espérant que ces êtres pourront s'épanouir, ils se rendront compte que l'école, dans leur propre pays, a occulté l'histoire de la traite des blanches, bien française, et des blancs aussi, qui étaient enlevés par les barbaresques. Mais ça, on ne l'enseigne pas, parce que on a des Taubira et d'autres qui vont nous dire ah, mais vous comprenez, il ne faudrait pas faire porter le poids de cette dette du passé sur le dos de ces Arabes ou encore sur le dos de telle et telle autre population. Parce qu'il faut un discours universel, c'est-à-dire créer un bourreau. S'il y a des problèmes, c'est l'autochtone occidental. S'il y a des problèmes, c'est le blanc, parce que c'est un colon, il est descendant et dans ses gènes, il y a ça. Vous voyez, il y a cette discrimination envers les autres. Il est méchant par essence. Donc par la suite, une fois qu'il y aura suffisamment de remplaçants, on pourra l'évincer de la société. C'est le choix. Et c'est ce qui est promotionné, propulsé par les mouvements LGBT déjà, vous voyez, qui sont répandus chez pas mal de communautés blanches. Comme ça, ils ne se reproduisent pas, ces gens. Ensuite, il y a le sabotage de la famille. Il y a le côté également de favoriser dans les rôles du cinéma toujours l'étranger qui a traversé tant de difficultés, qui est venu jusque-là et qui est béni de tous parce qu'en soi, dans ses comportements, c'est un ange. Même quand il fait les pires atrocités, même quand il est mis dans des affaires, que ce soit de trafic, de violence ou même de tuerie, il faut le présenter comme un ange. Parce que s'il en arrivait là, c'est par l'oppression, c'est la société, vous voyez, qui l'a comprimé au point de péter un plomb et d'en arriver à ses actions. Donc c'est présenté encore une fois le coupable blanc. Je vous dis, c'est-à-dire que pour moi, c'est un triangle de Karpman. Vous voyez, le troisième acteur, c'est l'entité socialiste. L'entité socialiste qui a importé des victimes, entre guillemets, ce qu'ils appellent les racisés alors qu'il n'y a pas de race, et créé les bourreaux, les blancs. Ça, c'est le discours qui doit être répandu. Et derrière, forcer au métissage. Et d'autres éléments encore. J'espère que vous me comprenez dans le développement. Et je pourrais aller plus loin, mais je dois m'arrêter là parce que sinon on aurait pour des heures. Et on est déjà à une demi-heure. Mais je pense que la démonstration que je vous offre aujourd'hui, vous voyez bien, je ne suis pas dans la lecture d'un texte. Non, la lecture, elle se fait en effet quand j'ai quelque chose dans la main. Mais quand je vous parle, il n'y a pas de lecture de texte. C'est ce qui me vient à la tête. C'est, entre guillemets, mes pensées qui sont travaillées. Voyez-vous. Ce signe, donc, se retrouve dans les utopies de seconde main, et qui, après un éclat éphémère, sont retombées dans l'oubli. Celle de M. Louis Blanc et de M. Proudhon. M. Louis Blanc s'attaquait à la concurrence industrielle, M. Proudhon au capital. L'un voulait fonder l'atelier administratif sur les ruines des ateliers privés, l'autre abolir le capital en le destituant de tout revenu. Si énormes qu'elles parussent, ces prétentions n'étaient que les conséquences des principes que l'esprit de secte avait posés. C'était toujours l'État intervenant dans les transactions et disposant à son gré des fortunes et des bras de la communauté. Comme je vous disais, ils s'en foutent, c'est notre argent qu'ils dépensent, et on l'observe très bien avec la mairie de Paris, mais d'autres ailleurs. À Nantes, 300 000 €, même un peu plus que ça, pour inaugurer les nouveaux tramways. Donc pour faire une fête où il y a quelques musiciens, des goodies de distribuer, 300 000 €. Et lorsque on se scandalise, c'est la droite. C'est l'extrême droite qui se scandalise et qui n'est pas légitime à le faire. En fait, l'extrême droite qui représente même la droite, si on prend les deux parce qu'on est catégorisé comme tel, on représente des millions de Français, plus de 20 millions de Français si ce n'est encore, parce qu'il y en a qui ne se déclarent pas comme tels mais qui n'en pensent pas moins. On est des millions. Mais lorsqu'on s'exprime, notre voix ne compte pas. Parce que le système est socialiste, le renseignement, si je puis dire, avec les médias mainstream, donc de grande masse, sont socialistes, et musellent tout le reste. En elles-mêmes, ces violences ne supportaient pas l'examen et ne méritaient pas le bruit qu'on en fait. La conscience publique les frappait d'un tel discrédit qu'elle cesserait presque d'être dangereuse. Un gouvernement converti en manufacture, l'activité officielle se substituant à l'activité particulière, ne pouvait, en l'état de nos mœurs et sous l'empire des intérêts existants, passer pour autre chose que pour le rêve d'un cerveau malade. Un capital sans revenu, c'est-à-dire sans raison d'être, n'était pas une hallucination moins caractérisée.
Se figure-t-on une société où le capital ne jouerait pas un rôle et ne porterait pas ses légitimes fruits, une société où l'épargne resterait stérile et qui serait poussée par la force des choses à consommer jour par jour, heure par heure, tout ce que les bras peuvent créer, tout ce que l'intelligence peut produire? Rien qu'à les énoncer, ces monstruosités tombent d'elles-mêmes. Elles peuvent être un sujet d'alarme, elles ne seront jamais un danger sérieux. Alors, on va aller un peu plus loin. Donc au niveau 7, j'avais mis sentiment, voilà, le sentiment de la responsabilité. En somme, en sommes-nous bien délivrés comme on le dit et comme on le croit et n'en reste-t-il rien dans nos habitudes et dans nos mœurs? Pour s'éclairer là-dessus, il suffit de jeter les yeux autour de soi et d'étudier nos populations. La disposition qui y domine, c'est de demander beaucoup au gouvernement et d'attendre beaucoup de lui. Ce qu'on voyait tout à l'heure. On dirait qu'elle ne regarde comme bien faites que les choses où le gouvernement met du sien. À tout propos, et en toute chose, elles aiment à sentir sa main et à retrouver son influence. À quoi cela tient-il? À des causes diverses et invétérées, mais qui peuvent se résumer en une seule, la notion fausse ou incomplète du rôle qui appartient à la responsabilité individuelle dans les actes de la vie humaine. Parmi les signes qui caractérisent les civilisations vraiment avancées, il n'en est aucun qui soit plus infaillible que celui-là. Plus l'homme vaut, plus il se confie à ses propres efforts, moins il est enclin à chercher le repos ou le profit dans la dépendance. Ce qu'il demande à son gouvernement, c'est le libre exercice de ses droits. Pour le reste, il saura se conduire et se défendre lui-même. Ça, c'est dans une société raisonnée, où les gens ont compris que ce sont des êtres de pensée, de conscience, et qu'ils savent tout de même nuancer le bon du mauvais. Et c'est la force du discernement. Discerner le bon du mauvais. C'est un héritage normalement qui te provient de tes parents, de l'éducation quand elle est bien formée, enfin de l'enseignement plus précisément quand il est réussi par l'école, qui te donne les capacités des mathématiques, du français, de la construction de raisonnement et de tout ce qui s'ensuit. Et en toi, peut-être qu'il y a déjà des choses innées, et il y a des éléments de l'ordre spirituel, dont là, chacun en est, euh, en est composé ou non. D'accord? Que je regarde. Sentiment de la responsabilité et de la dignité. Je vais continuer la suite. Tout ce que les bras peuvent créer, tout ce que l'intelligence donc peut produire, rien qu'à les énoncer, ces monstruosités tombent d'elles-mêmes. Elles peuvent être un sujet donc d'alarme, comme on l'a vu. Moi, j'étais pas là, j'étais rendu à la page 7, 7 et 8. Ok. Ce qu'il demande à son gouvernement, c'est le libre exercice de ses droits, comme on l'a vu. Pour le reste, il saura se conduire et se défendre lui-même. Il n'attend de personne ni sa fortune, ni les moyens d'y arriver. Donc là, c'est l'ordre normalement méritocratique. C'est-à-dire, tu t'en donnes les moyens, et quiconque persévère y arrivera un jour ou l'autre. Donc créera son capital, sa réussite, peut-être même sa famille, et d'autres choses encore. Sa fortune, il en est le meilleur instrument, les moyens, il saura les trouver. Que la loi du pays tienne la balance égale entre tous les intérêts et ne soit ni une faveur pour les uns, ni un obstacle pour les autres, voilà la part du gouvernement. Celle de l'individu est de se frayer la route de ses propres mains, d'y travailler loyalement et courageusement, et, en tout état de cause, de se préserver et de se suffire. Alors que le socialisme, eux, veulent te rendre dépendant dans leur système. Donc faisons produire plus par les machines, automatisons, robotisons, créons un revenu universel. On te met dans un état de dépendance tu montres pas de blanche, hein, mais tu obtiens le RSA, tu obtiens des aides, les transports te sont gratuits et tout ce qui s'ensuit, quoi. Ou à la fin, tu en viens à penser que travailler pour 100 ou 200 euros de plus, ça n'a pas d'intérêt. Autant être assisté. Et plus tu vas être dans cette condition, moins tu seras enclin à travailler. Et peut-être que tu deviendras petit à petit une larve. Pour certains, ils vont zoner, ils vont faire leur activité. Pour d'autres, ils vont rester chez eux. Et comme ils ont du temps libre, dans un premier temps, peut-être qu'ils vont penser, ils vont s'amener à la culture. Et il viendra un moment où ils vont s'effondrer, ils vont être dans l'alcoolisme, dans la consommation de drogue, ou encore à regarder que la télé, dans la sédentarité, et à ne plus bouger, être, des choses qui... Quand tu n'es plus dans l'activité même, quand tu n'es plus mouvant, tu te ramènes à l'état d'être mourant. Tu as déjà commencé à préparer ton cercueil, tes problèmes de santé qui vont s'en suivre et tout le reste.
Ce sentiment de la responsabilité et de la dignité individuelle n'existe pas dans notre pays au degré que l'on pourrait désirer. Et peut-être faut-il s'en prendre aux illusions que l'utopie y a répandues. Songeons-y bien, avant que le mal n'empire. Il y a là un double danger d'autant plus sérieux qu'il ne frappe que les yeux attentifs. Danger pour le gouvernement, danger pour les populations. Le danger pour le gouvernement, c'est qu'en exagérant son action, on exagère également sa responsabilité. Comme on ne met point de limite au bien qu'on attend de lui, on ne met point d'avantage également au mal qu'on lui impute. Aux honneurs du rôle correspondent des charges qui en sont au moins l'équivalent. Ainsi, les petits troubles auxquels l'économie sociale est assujettie, les froissements et les déplacements des intérêts privés, les difficultés de l'existence même, celles que la nature impose et qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme d'empêcher, les disettes, les renchérissements des denrées, les crises commerciales industrielles, toutes ces souffrances, toutes ces épreuves inhérentes à la condition humaine, c'est au gouvernement qu'on les fait remonter avec une rigueur voisine de l'injustice. Et là, comme je suis dans le secteur de la banque, n'en déplaise à certains, et oui, je me mets une petite photo, comme ça fermera les bouches à ceux qui pensent qu'on était sur des call centers, comme c'est le cas dans les pays Maroc, Portugal ou ce qu'il en est, même si j'ai déjà travaillé dans ces branches-là. Et ben j'observe des comportements irraisonnés de gens qui ont placé des contrats de crédit pour s'acheter quelques merdes, quelques babioles à Fnac, à Darty ou encore à Conforama et tout le reste. Ils dépensent plus que ce qu'ils ont. Ils vont créer un surendettement parce que petit à petit ils rentrent dans ce processus de je consomme, je me mets une vie de luxe parce que je veux vivre comme les influenceurs ou encore comme de riches personnes sans en avoir les moyens. Je veux faire des restaurants, des sorties, des voyages et tout ce qu'il en est, quitte à ce que ce soit à crédit. Vient un moment où ils sont endettés. Dans cette même perspective, l'inflation entre en jeu. Vous voyez, elle commence à se placer. Et pour être dans la durabilité, alors le loyer augmente, l'électricité augmente, la bouffe augmente. Oh putain, le taux d'endettement par rapport aux revenus qui étaient calculés il y a 5 ans ou il y a 10 ans n'est plus du tout le même. Et là, les gens commencent à se retrouver à 40, 50, 70% pour d'autres. Donc ils sont obligés de faire des rachats de crédit. Et quand ce n'est pas possible, à avoir des dossiers en Banque de France, fichage, interdit bancaire et tout ce qu'il en est. Il n'y a pas un cas. Il y en a des milliers, des centaines de milliers peut-être. Quand ça devient un élément systémique, qui est rattaché au système et à son fonctionnement et au comportement humain, le crack, lorsqu'il se présentera, qui est responsable ? Il y a plusieurs facteurs. Il y a la fonction du côté des banques qui savaient, si je prête tant et avec l'anticipation de ce qui pourrait être le marché fluctuant et de tout ce qu'il en est, on a un risque élevé à tel pourcentage, ça il y a des calculs. Au-dessus, vraiment ceux qui sont les ingénieurs de ces programmes informatiques et qui doivent établir les statistiques des risques, ils le savent tout ça. Donc, ils sont coupables. Mais là, il n'est pas question de l'État. Mais l'État, comme il n'a pas agi, qu'il n'a pas mis de normes, on le rend coupable aussi. Ok, pourquoi pas. Mais les gens qui ont souscrit des contrats et qui savaient qu'ils n'allaient pas les rembourser et qu'ils se mettraient dans une merde noire, ils sont aussi coupables. Et voilà qu'on comprend rapidement ce qui est de l'ordre de la responsabilité de tout un chacun. C'est pareil. Combien on en voit dans la société ? Ça fume des renoufs, ça boit, ça fait bien d'autres choses encore, ça se nuit à sa santé, ça ne pratique pas de sport, ça mange des fast-food. On peut entrer dans la lignée bien d'autres exemples encore. Ils vont se plaindre à un moment ou à un autre d'être dans un état de santé dégradé, vont se présenter au niveau des urgences, vont déjà attendre longtemps parce que maintenant il y a un paquet de monde, puisqu'on a importé plus de population et pas que des ingénieurs et des médecins malheureusement. Même s'il y en a, et on leur doit le total respect, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont bonnes et qui, vraiment, aujourd'hui, sont bénéfiques pour l'humanité et bénéfiques pour la société française. Même peut-être plus intéressants que moi-même en tant qu'autochtone, voyez-vous. Ceux qui sont médecins, ceux qui sont dans des branches, il y en a certains, ils sont plus utiles que des autochtones, il faut le dire. Donc ils ont leur place sur notre territoire. Et là où j'en venais, c'est que ça va coûter des frais. Donc ça va créer, encore une fois, des dettes dans le budget. Ça va le creuser. Même si tu as cotisé,
Je veux bien l'entendre. Tu as travaillé, tu as cotisé, tu as fait en sorte de remplir les poches de l'État. Tu payes ta TVA comme tout le monde. Mais derrière, quand tu fais pas attention à ta santé et que tu vas à l'hôpital, toi aussi, tu es coupable. Et des fois, tu vas prendre bien plus que ce que tu as donné. L'éducation qui a été offerte à tes enfants, si tu en as. Regarde le coût si tu avais été dans le privé. On peut continuer comme ça. Donc la responsabilité des uns et des autres est engagée. Mais on souhaite seulement, comme c'est déclaré ici, faire en sorte que l'État gère tout et qu'il y ait un seul coupable, l'État. Comme on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple, face aux racisés, un seul coupable, le blanc, l'autochtone. S'ils ne réussissent pas dans leur entreprise ou encore dans leur accès au logement ou dans d'autres choses, dans leur intégration, c'est la faute du blanc. Ainsi, les petits troubles auxquels l'économie sociale est assujettie, les froissements et les déplacements des intérêts privés, les difficultés de l'existence, même celles que la nature impose et qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme d'empêcher, les disettes, comme on l'a vu, le renchérissement des denrées et les crises commerciales industrielles, toutes ces souffrances, toutes ces épreuves inhérentes à la condition humaine, c'est au gouvernement qu'on les fait remonter avec une rigueur voisine de l'injustice. En vain s'en défendrait-il dès que le principe est admis, il faut qu'il en subisse les conséquences. On veut le voir partout, et partout il doit être présent. Son impuissance, même la mieux justifiée, passerait pour de la mauvaise volonté. Le voilà donc réduit à s'immiscer dans ce qui devait lui rester étranger, à troubler le jeu des relations tantôt dans un sens, tantôt dans un autre sens, et au gré d'influences qui ne sont pas toujours légitimes, à faire entrer violemment dans le domaine de la loi ce qui appartient au domaine des mœurs, à multiplier les règlements inutiles et onéreux, donc des règlements qui vont coûter un pognon de dingue encore, tout cela pour n'avoir pas su, dès l'origine, distinguer nettement ce qui est du ressort officiel et repousser comme un présent funeste un accroissement d'attributions qui touche par bien des points à l'utopie de la communauté. Puisqu'en soi, ça nous fait rentrer dans le communisme. La communauté. Mes biens appartiennent aux autres. Il n'y a pas de possession d'ailleurs. C'est l'idée. Après, il y a tellement de choses encore à développer. Sentiment de responsabilité, force le gouvernement donc à tout statuer, ça c'est ce qu'on vient de voir en 9. L'individu donc crie à l'aide au lieu de céder, ça c'était pas mal, c'était en fin de page normalement. Le danger pour les populations, c'est qu'en amoindrissant leurs responsabilités, on diminue également le cercle dans lequel leur activité s'exerce. Et là on fait entrer les cabinets McKinsey et tout ce qu'il en est. Derrière, j'ai le livre de McKinsey qu'il faut que je lise. Trouver du temps après le travail, et après les productions, c'est compliqué. Habitué à regarder en haut, l'individu porte un œil moins vigilant et moins attentif sur ce qui l'entoure. Cherche hors de lui-même ses moyens de défense et d'action. Crie à l'aide au lieu de céder. Use, dans la poursuite de garanties de privilèges, un temps qui serait mieux employé à des conquêtes librement obtenues, compte sur la faveur plus que sur le droit. Voit s'énerver son esprit d'initiative et ses qualités solides qui ne s'acquièrent qu'au prix d'une lutte renouvelée chaque jour et dans tous les accidents de la vie. De là, cet engourdissement que l'on remarque chez les peuples sur lesquels la main de l'État pèse en excès et plus qu'il ne convient, où la puissance publique intervient à tout propos comme arbitre entre des intérêts dans le nerf principal et l'indépendance. On a beau fuir cette conclusion, la contester, l'écarter, elle découle invinciblement des faits. La force sociale s'affaiblit de tout ce qu'on enlève à l'activité individuelle. Là où l'on croit seulement en régler les sorts et en contenir les écarts, on touche au principe même de cette activité et on en tarit la source. Après, je pourrais continuer. Et là, pour aujourd'hui, est-ce que je vous lis la suite ? Apostolat avoué public de la révolte contre les lois fondamentales de la société, la répression des mauvais instincts, la sainteté... Ouais, si, ça c'est pas mal. Ça renvoie à ce que je disais. Pour que la réussite socialiste se fasse, il faut détruire ce qui fonctionne. La religion. L'ordre du mariage, vous allez voir. Et après, on va un peu épiloguer dessus. Les trois réformateurs les plus audacieux de l'époque actuelle, ceux qui, par leur doctrine, ont le plus contribué au relâchement des premiers principes de morale et d'ordre public, sont en Angleterre, Robert Owen, le précurseur du radicalisme. En France, Saint-Simon et Fourier, rêveurs enthousiastes dont il faut attribuer l'influence aux séductions de la nouveauté, au désir naturel d'amélioration immédiate, surtout à l'annonce empirique des moyens propres à établir entre tous les membres de la cité une égale répartition de jouissances matérielles.
Alors c'était au-dessus, où s'était développé... donc les liens sociaux se relâchent, les croyances salutaires s'éteignent dans le doute, on doute sur Dieu, sur son existence, sur bien d'autres choses. Donc à partir de là, beaucoup en sortent des religions et de ce qui était annoncé, au profit de mon corps, mon choix, ma liberté, tout ce qui s'ensuit. Le mépris de la tradition emmène le mépris de tout principe moral. Le présent se détache violemment du passé et se précipite vers un avenir plein de menaces. Depuis 10 ans, la situation périlleuse de notre ordre social se révèle par l'inquiète agitation des esprits, par le choc des systèmes et le désordre des pensées. Au nombre des causes actives qui préparent les jours douloureux d'anarchie, il faut mettre en première ligne l'apostolat avoué public de la révolte contre les lois fondamentales de la société. Je veux dire, la répression des mauvais instincts, la sainteté du mariage, l'autorité du père de famille et le droit de propriété. Waouh! L'autorité du père de famille, ça y est, ça a été évincé. Les femmes, à tout moment, on leur propose en quelques clics sur Internet de divorcer si le mari est un peu trop autoritaire, voire de trouver des associations pour s'en plaindre ou encore d'accéder à des manifestations pour appeler à abattre tous les hommes parce que le patriarcat, ça va... Un moment, c'est bon. La sainteté du mariage, c'est fini. Parce que Pax, et puis mariage pour tous. Donc la sainteté même du mariage, de l'homme, de la femme, d'une relation qui dure, qui est emmenée par une connaissance, disparaît. Il faut la fornication. Puis, après ces rencontres par application, peut-être que après épuisement, bon bah tu viendras te poser avec cette femme. Ou inversement, la femme, après une multiple conquête, voyez, de multiples même conquêtes, devrais-je dire, des trophées par-ci et par-là, si elle voit ça comme ça, on viendra à se lasser et comprendra que son âge de péremption va arriver. Non pas qu'une femme n'ait plus de valeur à un certain âge, mais comme elle se considère comme des marchandises sur le marché, et vient un certain âge, elles sont moins attrayantes. Physiquement, la biologie fait son travail et viendra à apporter la sénescence, ralentissement cellulaire, des rides qui vont apparaître, un corps peut-être qui se relâche un peu plus, moins de muscles, donc un corps un peu plus flasque, et ce genre de choses. C'est naturel, il n'y a pas à dénigrer les femmes, mais c'est pour montrer qu'elles comprendront que c'est difficile pour elles de trouver de nouvelles conquêtes. Et puis peut-être l'épuisement également, à force de faire des rencontres comme ça, de retrouver toujours les mêmes profils, les mêmes conversations vides. Et au moment du vrai besoin, d'un soutien, de quelque chose de profond, là, il n'y a plus personne. Et si on regarde la chose, la sainteté du mariage, c'était aussi se conserver, puisque la fornication est un péché. Donc, être vierge ou être puceau n'était pas une honte à 14 ans, 15 ans, 17 ans ou 18 ans. Mais aujourd'hui, avec les intervenants sociaux, avec le mai 68 et tout ce qui a suivi, dans les écoles, dès le plus jeune âge, s'il n'y a pas de conquêtes qui sont exercées, c'est « Ah, le puceau, il n'a jamais rien fait, il ne connaît pas une femme. » Ou inversement, la femme. D'un côté, c'est « Ah, c'est une pute si elle couche trop. » Mais de l'autre, c'est « Ah, c'est une fille coincée si elle ne l'a pas encore fait. » Et ça a poussé à ce que certains fassent des soirées un peu plus dépravées, en plus avec consommation d'alcool, de stupéfiants, de drogue, hein, ça a toujours existé. Et dans la consommation, c'était limité, alors qu'aujourd'hui, c'est les excès. Plus tu consommes, limite, mieux t'es dans le move. Ah, t'es le gars imité ou t'es la meuf qui est cool. Et derrière, ça a entraîné. Ah, coucher avec lui, c'est une fille facile. Tiens, lui, il va également tenter sa chance parce que il est vu aux yeux des autres comme au vu des autres, aux yeux des autres plus précisément comme un puceau. Donc il va aller avec la fille facile. Il va la souiller et lui-même va se souiller. Parce qu'il est dans une relation qui est en rien de l'amour. Donc même dans son acte sexuel, ça n'aura rien de bon. Ça lui apportera aucune plus-value, si je puis dire, et aucun bénéfice pour ses expériences ou même pour les sensations qu'il va en ressentir. Mais ça a été rendu possible par le cinéma. American Pie, tout ça pour les jeunes, et bien d'autres encore, Projet X, consommer des tasses, aller en teuf, ça s'est popularisé. Donc aujourd'hui, la sainteté du mariage, ça existe quasiment plus dans la société. Et qui a réussi cette manœuvre ?
Mais 68, c'est les catholiques, non? C'est les droitards, enfin c'est pas les droitards, excusez-moi, c'est les socialistes plutôt, justement en confrontation aux droitards, qui sont là pour ouvrir mon corps, mon choix, allez les femmes, avortez au maximum, de toute façon faites-vous plaisir, forniquez, on aura des pilules du lendemain à vous proposer, regardez on a des capotes gratuites également qui vous sont mises à disposition dans ces endroits-là, et même comme on est dans la perversion, hein, c'est comme ça qu'ils ont opéré, on va vous les mettre au niveau de l'infirmerie au collège. Comment ça, au collège, les gamins qui ont 12, 14 ans, peut-être moins, tu leur mets des capotes à disposition? Ah bah parce qu'il faut qu'ils se protègent. Se protéger de quoi? Bah des rapports qu'ils vont avoir. Hein? Comment ça, des rapports qu'ils vont avoir? Bah oui, c'est l'âge où ils vont se découvrir. Et puis les intervenants sociaux sont là pour leur expliquer qu'il y a le côté de la pornographie d'Internet et qu'il y a la réalité et qu'ils peuvent explorer leurs zones érogènes. Et comme ils n'ont pas des limites, bah, ils viennent franchir l'inacceptable. Déjà ils l'ont effectué. Ils vont jusque dans des écoles de gamins. C'est quoi ça? C'est du spermatozoïde. Vous voyez cette... Et voilà comment ils interviennent. On les a vus, les vidéos de ces assistants sociaux qui comme ça, viennent détruire cette jeunesse et effacer leur insouciance. Ils jouent plus avec des Playmobil, c'est plus les petites voitures qui les amusent, ou aller dans un parc, jouer avec du sabre, et faire des châteaux, ce genre de choses. Non, c'est dès le plus jeune âge, smartphone, imiter les influenceurs, se maquiller, les parents qui les laissent en plus, hein, tiens, tu veux te maquiller, on va t'acheter des trucs chez Sephora. Tu veux ton smartphone et te mettre des tas de filtres pour pas t'accepter au naturel et te vieillir plus vite pour entrer dans un processus de suivre des habillements toujours plus dévêtus et entrer dans ces processus qui te sortiront de ce qui est bon pour toi, de la sainteté, de ta connexion avec le Créateur et du respect que tu vas avoir, la dignité, tu vas la perdre. Parce que dans un premier temps, tu vas penser t'amuser, mais aux yeux des autres, même si tu ne vis pas pour le regard des uns et des autres, mais tu auras perdu de ta valeur. Et au vu de ces reproches et de ce qui pèsera sur toi et sur ta conscience, parce qu'au fond, tu sentiras que c'est mauvais, tu te mettras dans des réseaux de drogue, dans des réseaux d'alcool, dans d'autres choses encore, pourquoi pas même jusqu'à aller de la prostitution. Parce que, après tout, sur des OnlyFans. Parce que vous avez enlevé tout ça. Et parce que derrière, il y a des hommes aussi sans valeur, qui sont capables d'aller vous consommer tel quel, de vous suivre et de s'abonner à ces OnlyFans. De faire en sorte, non pas de créer un vrai lien, mais de vous emmener au plus vite au pieu. Et de vous prendre comme des objets de marchandises qui vont retourner, ils vont faire des positions, des actes qui sortent, entre guillemets, de l'imaginable avec une femme. Avec ta femme, entre guillemets. Ah, ils vont vraiment la prendre comme si c'était une poupée, comme si c'était un objet, et elle-même va vouloir ce côté un peu sauvage, parce que ça la pimente, parce qu'elles apprécient ça. Après, on va me dire, chacun ses relations, chacun voit comme il veut le faire. Oui, mais en fait, t'es plus dans un acte charnel où, si on rentre un peu dans ces détails-là, sans forcément aller trop loin, mais oui, tu peux, pas le Kamasutra, mais vous voyez les choses, vous voyez, il y a différentes manières de procéder. Mais là, on est dans la brutalité, on est dans un rapport de force, on est dans des mouvements même de violence, dans l'humiliation, on n'est pas loin de ça. C'est ce qui s'exerce aujourd'hui. Et il y a des témoignages même de psychologues qui disent qu'il y a des gamins qui leur parlent de choses, mais déjà parler de rapport, ça choque, ça met un froid. Mais là, ils parlent de choses à plusieurs. Ah, ils n'ont pas de limite. Sorti de la sainteté du mariage. Et rappelons que le mariage a été instauré par l'Église catholique, entre autres, hein, à un certain âge, l'âge de raison et tout ce qui a suivi, pour statuer ce qui existait dans le monde et limiter déjà les pervers. Et comme l'Église, ces statuts-là étaient organisés par des saints qui sont des êtres humains et non forcément connectés au divin, et ben ça a été revu à la hausse. Et aujourd'hui, ils sont restés sur un statut peut-être 14 ans, mais 14, 15 ans ou 16 ans, je ne sais plus exactement. Mais c'est même pas pour se consommer physiquement. C'est, voyez, c'est pour des fiançailles, pour même le mariage, mais ils sont pas obligés de le consommer puisque la fornication est un péché déjà. Et ensuite, c'est pas pour remettre en relation des vieux de 30 ans ou 40 ans avec des jeunes de 15-16 ans. Ça, c'est la République qui le fait. L'Église, en général, le mariage, si elle l'exerçait tel quel,
c'est des gens du même âge. Et encore une fois, dans un chemin de vertu. Et c'est pareil, effacer la répression des mauvais instincts. Fais ce que tu veux aujourd'hui. Alors on va plus loin. Les novateurs veulent atteindre l'absolu. Donc ça, c'est l'éducation progressive des races. C'est étrange, d'ailleurs, ils ne reconnaissent pas de race, mais à l'époque, les socialistes, il faut éduquer les races. Donc page 9. Non, page 7 plutôt, page 9, ils ont ressenti que leur supériorité intellectuelle... Ok, ouais, donc je vais faire 7, 9. Ok. Donc là, les novateurs que je retrouve. Ce qui abuse surtout les novateurs et les maintient dans une illusion funeste, c'est leur point de départ. En esprit mathématique, ils veulent atteindre l'absolu. Ils imaginent pour l'homme un bonheur absolu, une morale absolue. Mais l'absolu échappe à notre nature contingente et bornée. L'absolu est le secret de Dieu. Un homme absolument vertueux, absolument heureux, ne serait plus un homme. À part quelques grands sentiments dont l'innéité est frappante, la mesure des actes humains varie du peuple, voyez, d'un peuple à un autre, de zone à zone. Pascal l'avait remarqué. Et la civilisation seule, l'éducation progressive des races, pourront conduire à une morale universelle. L'éducation des races pourront conduire à une morale universelle. Regardez, page 9 après. Page 9, on a dit, c'est ils ont ressenti... Voilà. Saint-Simon, Fourier, Robert Owen ont pensé qu'ils avaient reçu de la supériorité de leur intelligence la mission spéciale d'organiser les sociétés sur des bases nouvelles, de prendre en main la direction des destinées humaines et d'occuper le premier rang parmi leurs contemporains. En lisant le livre de M. Raybaud, on voit que c'était là pour eux une de ces idées fixes dont le pouvoir est irrésistible et qui approche de la démence. Cette idée tyrannique se fait surtout apercevoir dans Saint-Simon qui, dès l'âge de 17 ans, se faisait éveiller chaque matin avec ces mots, je cite, « Levez-vous, monsieur le comte, vous avez de grandes choses à faire. » Fin de citation. Fourier, d'une vertu austère, d'un caractère moral plus élevé que celui de Saint-Simon, dont le cynisme n'était pas seulement une théorie, Fourier a lutté sans dégradation personnelle contre la mauvaise fortune, mais il avait pour lui une source intarissable de bonheur, et les illusions de l'orgueil satisfaisaient, charmaient cette existence livrée à elle-même. Donc après, on pourrait continuer, mais on en reparlera un autre jour. En France, donc oui, ça c'est pas mal. Alors, attendez, en France, les femmes... Voilà, en France, surtout les femmes se sont fait une place trop belle pour qu'elles puissent jamais crier à l'oppression et se poser en victime. Aussi ont-elles désavoué leurs défenseurs et laissé mourir sans écho les appels à la révolte. Elles règnent dans le cercle de la famille et des relations sociales. Cet empire suffit à leur tendresse et à leur orgueil. Et aujourd'hui, maintenant, elles sont asservies sur le marché. Au nom de la liberté, hop, va travailler. Tu te considères comme un homme, allez, hop, tu auras la même condition que l'homme. Donc tu seras soumise à la force. 12. Où est la garantie de l'obéissance? Ça, c'est pas mal aussi. Attendez, où c'est que je l'avais vu? Ah, page 12? Ouais, où est la garantie? Donc c'est toujours sur celle-ci. Alors, attendez, je monte juste un instant. Voilà, c'est ici. Il l'a connu pendant son enfance, il l'a subi. Aussi, pour en tempérer les effets, avait-on songé d'une part à organiser harmoniquement les instincts, de l'autre, à les contenir par l'avènement des capacités, ce qui n'est autre chose qu'un retour vers la compression et la discipline. Mais où est la garantie de l'obéissance des générations à un principe nouveau, quand on les aura élevés dans la haine de tous les principes? Où est la garantie pour qu'ils puissent obéir quand on leur enseigne de tout désobéir, de faire des révolutions, de faire s'effondrer la société, la famille, les ordres, les règles établies. Alors après, donc Robert Owen a établi une communauté dans le district d'Indiana, c'est ce que j'avais noté. Il a échoué, et bon, comme c'est un échec, il a fait passer ça sur le fait que parmi les populations qu'il avait importées, toutes n'étaient pas dans la perspective, voyez, du bien commun. Mais dans ces cas-là, en fait, une utopie ne se réalisera jamais.
Il faut le comprendre, puisque tu as beau même établir des critères, des batteries de tests pour savoir qui est accepté dans ta communauté, les comportements humains, on ne peut pas vraiment les contrôler. Il y a des choses qui se déclenchent, il y a des facteurs dans l'environnement qui des fois vont entraîner une colère, une division. C'est la nature humaine, c'est pour ça qu'on est imparfait et qu'on est dans le péché. Une éducation sans culte, une société sans famille, sans propriété, ça c'est à nouveau ce qu'on retrouve également avec Schwab et tous les autres. Enlever la propriété pour la laisser au gouvernement. D'ailleurs, c'est ce qu'ils veulent établir avec le bail, je crois que c'est 90 ans, 99 ans, en plus des taxes et des impôts qui prennent sur la succession. C'est dans l'ouvrage de M. Raybaud qu'on trouvera l'histoire impartiale et piquante de ces plans de société et de religion nouvelles que nous avons vus passer près de nous, comme un spectacle. C'est aussi là qu'il faut lire la vie plus sérieuse d'un réformateur étranger, auquel n'a manqué ni la force d'esprit, ni la ténacité d'espérance, ni la foi en lui-même, et qui depuis longues années, donc depuis de longues années, je pense qu'il manquait un petit élément, multiplie dans l'ancien et dans le nouveau monde ses efforts, toujours impuissants, pour établir une éducation sans culte, une société sans famille et sans propriété, un peuple sans gouvernement. L'orgueil, un orgueil illimité, est le droit divin de ces nouveaux apôtres, comme l'humilité était la vertu des premiers chrétiens, et cependant les premiers chrétiens ont transformé le monde, et le réformateur moderne, M. Owen, lui qui se proclame le favori de l'univers, n'a pu dans la contrée le mieux choisi de la libre Amérique, loin de tout obstacle et de tout préjugé, fonder son système sociétaire et bâtir une ville sous le beau nom de Nouvelle Harmonie, sans voir aussitôt toutes les passions déchaînées faire de sa création un chaos dont lui-même s'est enfui des premiers. Toute innovation donc, a besoin d'avoir ses racines dans les âges, ça c'était pas mal. Et je reviendrai sur ça plus tard. Quoique. Respecter ses aïeux et tenir compte de l'expérience des siècles, voilà une partie des devoirs humains. Et ce n'est pas la moins respectable. Aussi, pour répondre au cri de la conscience universelle, toute innovation a-t-elle besoin d'avoir ses racines dans les âges et de leur emprunter le plus pur de sa substance. Et ça renvoie à un autre livre que j'avais sur l'âge culturel, l'âge civilisationnel, je ne sais plus, il y avait d'autres âges encore, et qui mène après à l'âge biologique. En fait, on est dans une succession, il y a la transmission, l'évolution de la société, de la façon dont on se comporte, et également sur notre santé. Si on prend soin de son corps, il y a plus de chances que l'héritage qu'on laisse dans les gamètes et dans le développement de l'embryon en devenir après l'enfant, etc., soit dans de bonnes dispositions. Donc ça sera tout pour celui-ci. Il me reste encore énormément à lire dedans, mais je voulais déjà vous l'introduire. Donc j'ai lu à peu près une 30aine de pages et j'en ai tiré ces instructions. Dans celui-ci, on a vu le socialisme scientifique allemand. Le Parti socialiste devait devenir une puissance, donc c'est ok. La production des marchandises, je pense qu'on a fait le tour. Matérialisme, on a juste un petit élément en plus, c'est Duns Scott qui s'était demandé donc, si la matière ne pouvait pas penser, puisque pour certains, enfin c'est développé comme tel, je pense, après on peut tirer dessus. C'est-à-dire qu'on a notre corps physique et on a le côté spirituel de l'esprit, de l'âme, et c'est l'esprit qui amène la pensée, et on pense que c'est immatériel. Mais si c'est le cas, cette pensée-là pourrait s'exprimer ailleurs, voire sur un autre support. Donc quitter notre corps le côté corporel, voyez, le corps. Alors que là, dans cette idée, c'est si la matière, est-ce qu'elle peut penser ? Est-ce que c'est la matière même qui pense ? Puisque certains, on ne peut pas dire qu'ils sont dépourvus d'esprit, mais ils ont une maladie. Et la maladie, on a le lobe temporal, il me semble, qui permet justement le langage. Et après, on a toute la partie occipitale et ce qui s'ensuit, vous voyez, pour le visuel, comprendre l'environnement, le langage, la logique. Et puis après, il y a l'aire de Broca et une autre aire également qui existe dans le cerveau. Donc on a des régions qui sont définies par rapport au langage qu'on va utiliser.
et à la façon dont on construit, et les synapses, ils se connectent les uns aux autres. Et des personnes qui ont des problèmes, qui ont fait des AVC, et peut-être qui ont également Alzheimer et d'autres problèmes encore, ils n'arrivent plus à s'exprimer. Ils oublient le sens des mots, voire même leurs proches. Mais ils arrivent quand même à penser. Mais la pensée est altérée. Donc, est-elle liée à la matière? Telle est la question. Je pense qu'il ne l'a pas forcément posée comme ça, mais on pourrait, aujourd'hui, hein, dans la compréhension du monde, la tirer telle qu'elle, sans la faire s'effilocher, bien évidemment. Donc après, ils ne reconnaissent ni créateur, ni ordonnateur. Pour certains de ces socialistes, nous sommes seulement le fruit d'une évolution hasardeuse, et d'ailleurs le destin est aussi un hasard, comme pour les religieux, on est le fruit, voyez, on est une création importante, chaque chose est issue de la main du Créateur, si ce n'est pas de sa main, en tout cas au début était le Verbe, donc de sa parole, puisqu'on ne sait pas vraiment comment Dieu façonne tout ça, la terre, la lumière, les êtres vivants et tout ce qu'il en est. On a une explication un peu dans la Genèse, mais c'est quoi? C'est par le souffle de sa bouche qu'Adam prit vie, ça oui. C'est par le souffle de Dieu qu'Adam prit vie. Mais la façon dont il est formé par l'argile et l'intérieur, Ève par la côte, est-ce que vraiment Dieu a les caractéristiques humaines? Ou est-ce encore quelque chose qu'on ne peut percevoir parce qu'on n'a pas les mots pour pouvoir le détailler? Comme d'ailleurs, on utilise des noms, Eli, Eloi, pour certains Allah, pour d'autres Dieu, pour d'autres après des traductions, à l'époque pour les Grecs c'était Othéos. On a des mots qui sont portés, avec une signification. Mais normalement, un mot, quand on le définit, on peut s'en faire une image. Dieu, on ne peut pas s'en faire une image. Personne ne l'a vu, si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Il n'y a que Christ, vraiment, qui pourrait nous en donner une définition. Et, en tout cas, de ce qui leur sort de l'enseignement de l'Esprit par le Christ, c'est certaines choses. Aime ton Créateur plus que tout au monde, même si ça existait déjà, et aime ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce qui vous différencie d'un païen si vous aimez seulement les vôtres? Et c'est là où c'est compliqué. Et après, dans Paul, il est expliqué. C'est-à-dire que ceux qui te détestent, ceux qui font le mal, tu vas leur porter un amour, mais comme tu es humain, tu es aussi dans le péché, des fois tu vas leur en vouloir. Tu vas leur porter des préjugés, ou bien tu vas leur porter des accusations. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, ce genre de choses. Mais regardez, il est aussi dit, même s'ils te font du mal, ils te détestent, ils sont prêts à te tuer, ils te persécutent. Tant que tu le peux, aide-les. Tu poseras des charbons sur leur tête, et ils en paieront le prix, et ils se consumeront pendant bien plus longtemps encore lors du jugement. Après, il y a l'idée, ça c'est pas mal, page 20, de fabriquer l'organique de ses formes les plus simples aux plus élevées avec les albuminoïdes. Alors, je vous avoue que je ne connaissais pas ce terme. En fait, c'est le sang avec le déplacement du plasma et tout ce qu'il en est. Les globules blancs, rouges et tout ce qui accompagne ce qui circule en soi dans nos veines. Donc lui disait, la forme la plus simple mais à la fois la plus élevée de la création que pourront en tout cas arriver à faire les humains, c'est l'albuminoïde. Après, donc, il a dénoncé le féodalisme, etc. On a fait le tour. Pour le principe de population, ce que je vous propose, c'est qu'on est déjà à 1h13. Ça sera un prochain direct où on mettra les deux en correspondance et il y aura un autre livre qui s'y ajoutera avec ça. Sinon, ça va durer trop longtemps et moi, j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre écoute. La vérité est notre avenir. Les valeurs sont ancrées, la victoire assurée. Avec tout ça, on sera en vie d'amour. Alléluia, à très bientôt.